l'orientation fixée par Emmanuel Macron, lorsqu'il fait son discours sur les foules haineuses, etc., lorsqu'après avoir une inquiétude au début où il lâche un peu le 10 décembre, ensuite, répression, répression, répression. Hein, quand je vois que le Premier ministre est venu revendiquer des bilans hallucinants sur le nombre de condamnations, sur l'importance de celles-ci, sur les arrestations, etc., j'ai été effaré. Il faut dire et rappeler qu'une telle répression, dans ses modalités, dans ses quantums, n'a pas été vu en France depuis la guerre d'Algérie. Bon, c'est très clair. Et là, je constate l'utilisation de procédures d'urgence, les 3/4 du temps illégales, des gardes à vue, qui sont autant de séquestrations arbitraires, où on dit trouver des motifs. Le procureur de Paris fait une directive comme ça, qui est dans le Canard enchaîné, qu'on trouve dans le Canard enchaîné. Arrêtez les gens et ne les relâchez pas, parce que sinon ils vont retourner à la manifestation. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes avocat, auteur remarqué du blog Vue du droit, membre du comité de rédaction de la revue du Front populaire. Et dernièrement, vous venez de publier un ouvrage dense, complet, définitif sur l'état de la justice en France. Un véritable réquisitoire s'attachant à démontrer les dysfonctionnements de la justice depuis 30 ans et comment cette dernière est devenue un instrument au service du pouvoir. Mais avant de revenir peut-être plus en détail sur cet ouvrage, j'aimerais votre réaction à quelques actualités judiciaires. Tout d'abord, on a appris il y a quelques jours la condamnation définitive de Françoise Marthe, l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, qui était au cœur de l'affaire du mur des cons. Pour vous, cette affaire du mur des cons, de quoi était-elle le nom? Qu'est-ce qu'elle révélait de notre justice? Quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel. L'affaire du mur des cons a été la démonstration que la justice, c'est-à-dire en fait le corps des magistrats, hein, ceux qui la rendent, cette justice, ceux qui la fabriquent, que cette justice avait renoncé à l'impartialité, qui est pourtant sa raison d'être. C'est paradoxal, c'est-à-dire que la justice, le corps des magistrats, la magistrature, s'est émancipée du pouvoir politique. On reviendra peut-être sur les conditions dans lesquelles ça s'est produit. Elle s'est émancipée du pouvoir politique en réclamant son indépendance, mais en oubliant que cette indépendance n'est que le moyen de l'impartialité. Le juge doit être impartial. Or, aujourd'hui, cette justice est devenue partiale. Et l'affaire du mur des cons, c'est que cette partialité est revendiquée. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je rappelle très brièvement une affaire que tout le monde connaît, c'est-à-dire que vous aviez dans un local syndical ouvert à tous les vents, un panneau sur lequel vous aviez des photos, un panneau intitulé « Le mur des cons ». N'hésitez pas à épingler les cons que vous connaissez. Et vous aviez un certain nombre de personnalités qui étaient épinglées. Le président de la République en exercice, excusez du peu de la part d'un pouvoir séparé, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Et vous aviez également un certain nombre de justiciables. Enfin, c'était quelque chose d'assez effarant lorsqu'on y réfléchit. C'est-à-dire que quiconque rentrait là-dedans pouvait se dire, attendez, je refuse d'être jugé par ces gens-là, pour peu que j'ai pas les mêmes opinions, ou si je me retrouve sur le panneau. Alors, ça a provoqué un certain scandale. Ce scandale a eu des répercussions médiatiques, ce qui était fort normal, et il a fallu réagir. Le garde des Sceaux a saisi, il pouvait difficilement faire autrement, je me rappelle plus qui c'était à l'époque. Christiane Taubira, non? Je sais plus. L'affaire est très ancienne, hein, ouais. Parce que la justice, elle a son rythme, hein, elle a son propre agenda. Et il y a eu donc une saisine du Conseil supérieur de la magistrature, qui était la bonne chose à faire. C'est-à-dire qu'on avait des magistrats qui revendiquaient une impartialité, qui mettaient à bas leur devoir de réserve impératif, hein, et donc on posait la question des responsabilités professionnelles. Et le Conseil supérieur de la magistrature a dit circuler, il n'y a rien à voir, et cette affaire, dans sa dimension professionnelle, a été évacuée. Dans le même temps, vous avez eu un article dans la presse, extraordinaire, que je cite dans mon livre, un article dans la presse signé par 2 anciens présidents de l'Union syndicale des magistrats, qui est majoritaire à 60%, et du syndicat de la magistrature, qui fait à peu près 25% des voix aux élections professionnelles, revendiquant ce mur des cons. Lire cet article est absolument effarant. Alors, on s'est dit, dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature, comme le scandale était important, comme les gens qui s'étaient retrouvés insultés de cette façon-là protestaient, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a été décidé de lancer une procédure pénale. Ce qui était, sur le plan
juridique une hérésie. C'est-à-dire qu'on est venu sur le terrain de la loi sur la presse, la fameuse loi de 1881, qui est une loi très particulière de répression de la liberté d'expression, donc très minutieuse, elle n'est pas très sévère, et on a essayé d'accrocher un peu les gens qui avaient été à l'origine de ce qui était un scandale national, le mur des cons. Et contre l'avis du parquet, qui a passé son temps à requérir le non-lieu d'abord, la relaxe ensuite, on a renvoyé une ancienne présidente du syndicat de la magistrature devant le tribunal correctionnel, où elle a été relaxée de la plupart des poursuites, et elle a été condamnée pour injure publique envers le général Schmitt, qui était le père d'une jeune fille, Anne-Laurent Schmitt, assassinée par un récidiviste, et qui en a fait un peu un combat de cette question de la récidive. Toujours est-il que là, on nous annonce à grand son de trompe que la Cour de cassation a entériné cette condamnation en refusant d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel. C'est ridicule. C'est ridicule qu'un scandale pareil accouche de quelque chose qui est en trompe-l'œil complètement. Je trouve ça, personnellement, que ça ajoute au scandale. La seule solution digne d'une république comme la nôtre aurait été que les magistrats en cause, dans cette affaire, soient poursuivis, c'est le terme qui s'impose, devant les instances disciplinaires, et qu'ils soient sanctionnés. Moi, je suis tout à fait désolé, et je vous assure, je me répète, il faut lire cet article, c'est extraordinaire, c'est revendiqué. Oui, aujourd'hui, on nous demande d'être impartiaux, mais non, ça ne veut plus rien dire, etc. Donc, il aurait fallu marquer le coup au plan des principes, et en sanctionnant, comme ça le méritait, les magistrats en cause. Aujourd'hui, cette condamnation qui est infinitésimale, tardive, à laquelle personne ne comprend grand-chose parce que le droit de la presse est quelque chose d'assez compliqué, je considère que, je vais même aller assez loin, c'était une mauvaise action. Et quand je vois tous ceux qui disent « Ah, enfin, une bonne nouvelle, etc. » Non, moi je considère que c'est une mauvaise nouvelle. Je suis un peu à contre-courant, mais quand j'ai vu sur les réseaux, ça montrait bien la défiance qui existe aujourd'hui, qui est une réalité, la défiance vis-à-vis de l'appareil judiciaire, la réprobation vis-à-vis de ce qui s'était produit, mais malheureusement, la sanction de cette atteinte au devoir de réserve, qui ne pouvait être qu'une sanction professionnelle, elle n'a jamais été prise. Deuxième fait d'actualité, on a appris encore il y a quelques jours que Éric Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice, était visé par une instruction de la Cour de justice de la République après des plaintes de l'association Anticor et de 3 magistrats de la magistrature pour prise illégale d'intérêt. On apprend également dans le même temps que Sébastien Lecornu pourrait être poursuivi, que le préfet Didier Lallemand est l'objet de poursuites pour... je ne sais plus quels sont les faits qui lui sont reprochés. On a l'impression qu'il y a une sorte d'offensive de la magistrature contre le pouvoir macronien. Est-ce que ce n'est pas paradoxal alors que... Justement, dans votre livre, vous expliquez que la justice, après avoir voulu s'émanciper du pouvoir, aujourd'hui, on épousait quasiment toute la doxa macroniste. Comment vous expliquez un peu ce paradoxe ? C'est pas un paradoxe. C'est une conséquence qui était peut-être un peu imprévisible il y a quelques mois, mais qui est assez logique. Compte tenu de ce qui s'est produit, ce que je décris dans le livre depuis une trentaine d'années, ce qui s'est produit au printemps 2017 avec l'affaire Fillon et sa disqualification comme favori de la présidentielle, et qui fait qu'aujourd'hui, la magistrature n'est pas un outil au service du pouvoir en recevant des ordres, si vous voulez. On dit une justice aux ordres, ça l'a été dans le passé en France, oui, c'était une vieille tradition napoléonienne. On avait une magistrature qui était soumise incontestablement. La fameuse anecdote sur laquelle je reviens, c'est celle des magistrats qui ont tous prêté serment à Pétain, sauf un. Alors, il faut ajouter qu'il y en a 2 en particulier qui ont été dans la résistance, dont Parodi, compagnon de la Libération, et qui l'ont payé fort cher. Il y a eu des résistants. Mais si vous allez au palais de justice de Paris, à l'ancien, au monument aux morts de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas un monde fou chez les magistrats. Il ne faut pas rêver. Il y avait une soumission au pouvoir qui a duré fort longtemps.
Et il y a eu cette Même émancipation. pour aller plus loin, si je peux me permettre de dire un peu ce que vous écrivez, c'est que ces mêmes magistrats qui avaient voté les pleins pouvoirs, et il n'en était trouvé qu'un seul pour s'en indigner, ont été les mêmes à rendre une justice extrêmement prompte à la libération pour condamner tous les collaborateurs. Alors, on sourit parce que vous me provoquez un peu là-dessus. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Alors, il y avait deux raisons à cela. D'abord, il y avait que Charles de Gaulle voulait rebâtir un État le plus vite possible. Hein, et c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, de gens qui ont été recyclés, etc., parce qu'il fallait qu'il puisse s'imposer et imposer la France sur le plan international. Faut pas l'oublier, ça. Hein, faut pas oublier que l'histoire de l'Amgote, hein, c'est que les Américains voulaient une administration, après le débarquement et la libération de la France, une administration militaire, comme si ça avait été un pays ennemi, hein, qu'on avait conquis. Bon. Donc, De Gaulle, il avait besoin, et il a voulu juger, il avait raison, il a voulu juger les collaborateurs, et sous la main, il n'avait que les magistrats qui avaient jugé les résistants. Hein. Donc, c'est effectivement, il y avait un paradoxe, mais on pouvait difficilement faire autrement. La deuxième raison, c'est que on savait très très bien qu'ils allaient être le doigt sur la couture du pantalon, ou de la robe avec hermine. Hein. Donc, oui, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Après, ça a été pareil, hein. Ils ont été les magistrats qui ont réprimé, par exemple, au moment de la guerre d'Algérie, réprimé le FLN, et puis quand on leur a demandé de réprimer l'OAS, il n'y a aucun souci, hein. Ils sont passés de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Alors, pour en revenir à cette offensive macroniste voilà, de la magistrature. C'est-à-dire que il n'y a pas de paradoxe dans la mesure où ce qui s'est produit depuis 30 ans, c'est l'émancipation vis-à-vis du pouvoir politique, exécutif et législatif. Surtout exécutif, bien évidemment. Mais ils l'ont fait, non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un statut d'impartialité inattaquable, ils l'ont fait, je veux dire, à la limite, au contraire, pour pouvoir disposer d'une autonomie politique. Lorsque je dis dans ce livre qu'ils se sont mis au service d'Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron leur a donné des ordres. Ils sont venus spontanément, ils l'ont rallié en 2017. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation un peu particulière. Emmanuel Macron a décidé... Je me suis beaucoup interrogé sur sa motivation, mais je me demande si c'est pas nécessaire d'être le plus simple possible. Il a voulu faire un coup, comme d'habitude. Hein. Darmanin pour marquer à droite et flatter la police, et puis Éric Dupond-Moretti pour remettre un peu d'ordre dans une justice qui est quand même l'objet d'une grande défiance de la population, parce qu'il y a la question du laxisme qu'on lui reproche, il y a eu la question de la répression brutale des Gilets jaunes, etc. Hein, donc... il a nommé Éric Dupond-Moretti. Il se trouve que celui-ci est détesté par la magistrature. Détesté. Et qu'il est arrivé en disant on va remettre un peu d'ordre. Et que sur 2-3 exemples précis, en particulier je pense au PNF, hein, il a dit attendez, il va falloir rendre des comptes quand même. Et ça, les magistrats détestent. Le corps, hein, très corporatiste comme beaucoup, mais là, eux spécialement. Hein. Et donc, ils se sont mis dans la tête, hein, globalement, et je crois que c'est très, très majoritaire ce sentiment de se débarrasser d'Éric Dupond-Moretti. Hein. Alors ils ont avancé un certain nombre de griefs, ils ont fini par venir comme par hasard sur le terrain judiciaire, bah oui c'est le leur, hein, et ils ont lancé une offensive judiciaire contre Éric Dupond-Moretti. Alors je vais 2 minutes. Procédure inepte pour vous ? Elle n'est pas inepte, elle est habile, mais elle est irrecevable à mon avis, hein, ça c'est mon opinion. Mais il profite de l'attitude souvent des politiques qui consiste à mettre en place des dispositifs normatifs, législatifs, réglementaires, qui les exposent. La Cour de justice de la République, c'est une instance qui est, en tant qu'instance de jugement, majoritairement composée de parlementaires. C'est normal. C'est pour les actes accomplis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Si le Premier ministre tue sa femme, il va être poursuivi aux assises. S'il commet une faute
dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre, Ça relève de la Cour de eh bien, justice. ça relève de la Cour de justice de la République, c'est-à-dire on est au-delà du contrôle du Parlement, qui contrôle le gouvernement, la politique du gouvernement. Là, on est dans le cadre d'un contrôle juridictionnel des actes accomplis par un ministre dans le cadre de ses fonctions. Et donc, cette Cour de justice de la République, elle était essentiellement parlementaire. Alors, il y avait des professionnels, des magistrats professionnels qui s'occupaient des procédures, mais à tous les stades, c'était quand même les parlementaires qui avaient le dernier mot. Et là, on a trouvé intelligent de modifier ça, et toute l'instruction, aujourd'hui, relève de la compétence de magistrats professionnels. Alors c'est une commission d'instruction propre à la Cour de justice, mais qui n'est composée que de magistrats, avec un parquet composé de magistrats professionnels. Lorsque l'affaire est renvoyée pour être jugée devant l'instance de jugement, là oui, les parlementaires redeviennent majoritaires. Mais le problème qui est posé aujourd'hui dans le risque judiciaire que courent les politiques, et je le dis dans le bouquin, c'est moins la condamnation finale, encore que ça puisse être désagréable, n'est-ce pas, monsieur Balkany, mais c'est la mise en cause initiale, la mise en examen, les poursuites. Regardez ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Il a été mis en examen un nombre incalculable de fois. Il n'a jamais été condamné. Dans l'affaire Bismuth, si on en croit ce que raconte la presse, il y a des bonnes chances qu'il soit là aussi relaxé. Enfin, je m'engage peut-être un petit peu, mais enfin bon, il a obtenu beaucoup de non-lieux. Mais il a subi beaucoup de préjudices. Tout le monde, ça alimente, si vous voulez, le tous pourri. Donc, être mis en cause au plan judiciaire, être mis en examen, pour un homme politique, c'est catastrophique. Alors, là, 2 syndicats de magistrats ont décidé de déposer une plainte pour prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est une infraction qui est très particulière. Elle ne sanctionne pas des faits, elle sanctionne une situation. C'est-à-dire que vous êtes en prise illégale d'intérêt si vous êtes agent public, première condition. Si vous avez la surveillance et l'administration d'une affaire, si c'est votre responsabilité d'agent public, et la troisième, et si dans cette affaire vous avez des intérêts privés. Je vous prends un petit exemple, vous êtes maire, vous décidez à la commission d'appel d'offres d'attribuer un marché à une société dont votre épouse est la gérante. Ah ben oui, c'est-à-dire que la décision publique que vous avez prise, elle n'est plus chimiquement pure d'intérêt général, elle peut être soupçonnée d'avoir été polluée par un intérêt privé. Bon, l'exemple est un peu caricatural, mais c'est celui qui parle bien. Alors, le problème, c'est que dans ce cas-là, lorsqu'il y a une prise illégale d'intérêt, il n'y a qu'une seule victime, c'est la personne publique, c'est la sphère publique. Or, des syndicats de magistrats, qui sont des personnes privées, sont des associations, décident de déposer une plainte et on la considère comme recevable. Ils n'ont aucun intérêt pour agir, ça n'a pas empêché qu'on les reçoive. Vous avez également Anticor, qui est là pour garantir, au cas où il y aurait eu un problème de recevabilité. Je parle bien de recevabilité, c'est intérêt pour agir. Vous avez Anticor, et Anticor est une association dont les liens avec la gauche socialiste, je n'ai pas dit le PS, je parle de la gauche socialiste, historiquement, sont effectivement bien connus. Et ce sont des liens qui se passent aussi avec ces organisations syndicales de magistrats, parce qu'on les retrouve souvent, ces magistrats, dans les instances d'Anticor. Et puis on va rappeler qui a donné l'agrément, parce qu'il faut un agrément pour ces associations pour pouvoir lancer des poursuites pénales. On va rappeler que c'est Madame Taubira qui a donné cet agrément, alors même qu'elle en était membre. Qu'elle était membre du comité de parrainage. Là, on n'a pas trouvé qu'il y avait un problème de prise illégale. Évidemment, il y avait une prise illégale d'intérêt. Alors, ça c'est sur la forme. Sur le fond, je considère que l'infraction n'est pas non plus établie, mais ça, ce sera une juridiction du fond, peut-être de l'examiner, bien que je considère que ça ne devrait pas aller jusque-là. Mais voilà, on reproche à Éric Dupond-Moretti d'avoir été victime de la fameuse enquête de 5 ans du PNF qui a mis la moitié des avocats de France sur écoute, sur fadette, sous surveillance. Il a déposé plainte à ce moment-là avec le barreau de Paris, excusez du peu. Et lorsqu'il a été nommé garde des Sceaux, il a immédiatement retiré sa plainte. Donc, en tant que ministre de la Justice, il est chargé du suivi. Il devrait être chargé du suivi des conséquences de cette enquête préliminaire extrêmement critiquée et critiquable au plan juridique et judiciaire, mais il a été malin, il a transmis ça à Castex. Il a dit, non seulement j'ai plus d'intérêt privé,
hein, parce qu'il faut que les intérêts privés et publics soient concomitants pour être condamnables, hein, enfin leur mélange. Et là, il dit, mais j'aurais pas non plus la surveillance et l'administration en tant que personne publique. Je demande à Castex de le faire. Donc sur le fond, je vois pas comment cette procédure peut prospérer. Bon, ça c'est le débat juridique et judiciaire, mais cette offensive, elle est bien évidemment médiatique. Elle est destinée à mettre Éric Dupond-Moretti en difficulté et à mettre Emmanuel Macron en difficulté. Le corps des magistrats s'est rallié à Emmanuel Macron, je rappelle, il l'a choisi pour être président de la République, je pèse mes mots en le disant, hein, au mois de janvier 2017, François Fillon est à 16%, à 24%, pardon, et Macron à 16%. En avril, les courbes se sont croisées après une procédure accélérée, après... Vous parlez d'un raid judiciaire. Un raid judiciaire, on y reviendra probablement, que je n'ai jamais vu sous cette forme dans ma carrière d'avocat, et je défie tous les avocats français aujourd'hui et tous les magistrats de me donner un exemple d'une affaire qui se serait déroulée comme ça. Ce ne serait pas vrai. Moi, je suis désolé, ce serait un mensonge. Bon, donc... Peut-être qu'on peut faire une petite incise, une petite parenthèse, parce que malgré tout, c'est important. C'est-à-dire que pour comprendre ce que vous décrivez, et pour apporter peut-être encore davantage de crédit à ce que vous décrivez, bien sûr, vous êtes avocat, mais politiquement, vous n'êtes pas neutre. On sait quel a été votre passé. Moi, j'aurais presque tendance à dire votre passif. Oui, ça m'aurait étonné. Non, mais voilà, vous avez été membre du Parti communiste. Et pourtant, c'est vraiment en avocat, en citoyen éclairé que vous décrivez les dysfonctionnements de cette justice et que vous êtes à même de pouvoir condamner la manière dont la dernière campagne présidentielle finalement a été détournée à l'occasion notamment d'un raid judiciaire. Alors, sur mon passif politique, oui, j'ai eu des engagements, j'appartiens toujours à cette culture-là. C'est un choix que j'ai fait assez jeune, mais qui était construit. J'ai travaillé, j'étais l'avocat du Parti communiste, de la CGT, j'ai travaillé dans les instances, et puis, dans mes opinions, si on parle par exemple de... Je n'ai jamais voté à droite, si, une fois, en 2002, au deuxième tour, pour Jacques Chirac. Ce qui en dit long aussi sur ma vision de son adversaire. Bon, dont j'ai appris d'ailleurs qu'il avait eu le Covid asymptomatique, ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que, je veux dire, il aura quand même été... il aura une façon, dans toute sa carrière politique, de mettre le bazar assez exceptionnel. Bon, toujours est-il que... pourquoi est-ce que je suis intervenu ? Je n'ai jamais voté Nicolas Sarkozy, je n'aurais sûrement pas voté François Fillon, d'ailleurs, j'ai pas voté pour François Fillon, hein, Marine Le Pen, n'en parlons pas, mais le problème, il est que je considère que l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques se fait obligatoirement au détriment des libertés publiques, au détriment du respect des principes, qui nous protègent tous. C'est ça mon problème. Et, si vous voulez, la justice, on la dévoie parce qu'on dit, elle est là pour faire reconnaître le statut de victime. Non. Elle est là pour permettre de se reconstruire. Non. Elle est là pour appréhender des faits, hein, qu'on lui soumet. Elle est là pour les établir au travers d'un débat contradictoire normé, hein, extrêmement minutieusement. Elle est là pour, une fois qu'elle les a établis, qu'on a abouti à une vérité judiciaire, qui n'est pas une vérité scientifique, qui n'est pas une vérité historique, c'est la vérité judiciaire, fruit d'un débat contradictoire. Eh bien, la justice, elle a ce pouvoir considérable, hein, d'appliquer la violence d'État, la violence légitime, le pouvoir sur les corps. Quand vous envoyez quelqu'un 20 ans entre quatre murs, c'est une formidable violence. Et donc, on considère que pour pouvoir l'exercer, ce qui est indispensable, il faut que la justice se rende dans un certain nombre de conditions et on donne cette mission au juge. C'est pas facile d'être juge. Ouais. Hein. Et j'insiste, et j'en parle au début du livre, c'est que lorsqu'on entend la phrase « Ah, je fais, surtout chez les politiques, confiance à la justice de mon pays », c'est une imbécilité, je suis désolé. Tout le système judiciaire repose sur la défiance vis-à-vis de l'homme juge. Hein. Vous avez la collégialité, vous avez les règles du débat contradictoire, vous avez le double de degré de juridiction. Si la justice elle est si formidable, pourquoi on peut faire appel? Vous avez ensuite le contrôle de la Cour de cassation pour voir si on a bien appliqué et bien compris le droit. Donc tout ça repose sur le fait qu'on se méfie des hommes, à juste titre. Ce que je disais à mes étudiants, hein, quand j'enseignais, je disais...
faut vous méfier de la justice parce que précisément elle est rendue par des gens comme moi. Donc il faut qu'il y ait un système. Et une fois qu'il est en place, faut effectivement le faire fonctionner. Mais il ne faut pas dire je lui fais confiance a priori, c'est pas vrai. Est-ce que cette époque ne vous rend-elle pas folle? C'est-à-dire que les mouvements qui sont apparus ces dernières années, je pense à MeToo, et la manière dont la justice s'en empare, et finalement il y a une sorte de sociétalisation de la justice, ça doit vous rendre dingue. Mais oui, parce que, si vous voulez, pour traiter des problèmes qui sont des problèmes importants, le problème de l'image de la femme, le problème de son traitement, ou d'autres, le problème de la délinquance sexuelle, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait, hein? On ne le traite pas dans le champ qui est le champ normal et naturel, c'est-à-dire le champ politique, on envoie ça au prétoire. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec la gestion de la pandémie. Je considère que dans la première phase, les gens qui nous gouvernent ont commis des fautes pénales. Oui, ils ont commis des fautes pénales. Incontestablement, ils devront en rendre des comptes. Mais ça va prendre du temps. Il y a plein de choses qui vont devoir être faites. L'affaire du sang contaminé, l'affaire de l'hormone de croissance, j'ai eu l'occasion d'y travailler, l'affaire de l'amiante. Hein, vous êtes responsable quand vous êtes personne publique. Mais là, c'est devenu systématique. On a des plaintes toutes les 10 minutes, hein, parce que, comme on n'arrive pas à obtenir que l'expression, que le débat soit suffisamment clair, suffisamment transparent, et qu'on puisse restaurer la confiance dans un pouvoir qui ne l'a plus aujourd'hui, soyons clairs. Hein. Toutes les décisions concernant la gestion de la pandémie sont contestées, à tort ou à raison, je ne me prononce pas là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hop, on glisse, on va dans le prétoire, ce qui est le dernier endroit où ces questions doivent être traitées. Et je reviens à l'instrumentalisation politique. Pourquoi est-ce que depuis un certain temps, effectivement, on se bagarre contre ses adversaires par juge interposé? Parce que les grands clivages idéologiques n'existent plus, les partis de masse ont disparu, hein, on a aujourd'hui un problème de concurrence dans les carrières. Hein, les différences politiques et idéologiques entre un certain nombre de socialistes et un certain nombre de gens de droite, je veux dire, il va falloir beaucoup réfléchir pour arriver à les trouver. Donc, le problème, effectivement, il est que cette instrumentalisation juridique, qui poursuit des buts qui sont étrangers à ceux de la justice, va créer des préjudices. Je reviens à la question dont on ne s'est finalement pas tellement éloigné du Dupond-Moretti, c'est que ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est une offensive de la magistrature contre lui, et par conséquent contre Macron. Et Emmanuel Macron, qui pouvait se penser tranquille, la magistrature le choisit et lui permet d'être élu en 2017. Ensuite, elle le protège, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, hein, et elle tape sur les gilets jaunes à bras raccourcis quand il lui demande. Il se pensait tranquille, donc je vais nommer Dupond-Moretti. Mauvaise pioche, parce que la magistrature se cabre, se rebelle. Elle n'était pas soumise à Emmanuel Macron, elle s'était mise à son service, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, elle lui envoie un message. Monsieur le Président, vous avez deux solutions. Soit vous vous débarrassez d'Éric Dupond-Moretti et ça vous affaiblit politiquement de façon considérable dans la période préélectorale qui s'ouvre, hein, soit vous le gardez, et là, Monsieur le Président va vous mettre la misère. Hein, parce que Monsieur le Cornu inquiété, Monsieur l'Allemand inquiété, ce sont des petits messages qu'on vous envoie. Hein, parce que derrière, ils ont tout ce qu'il leur faut. Darmanin. Demain matin, vous pouvez parfaitement apprendre qu'il a été mis en garde à vue, en examen pour viol, etc. Il a quand même une instruction dans laquelle il est impliqué. Colère avec ses problèmes de prise illégale d'intérêt. Ferrand, il est en examen. Bayrou, il est en examen. Goulard est en examen. Benalla, il est mis en examen. Tout ça dort paisiblement. Vous l'avez remarqué, Delevoye, une enquête préliminaire, le monsieur qui oubliait toutes ses déclarations, enfin je veux dire, le pénal est à tous les étages, il ne se passe rien. Hein. Et bon, l'affaire Alstom, où en est-on? Donc ils ont en magasin tout ce qu'il faut. Et ils ont quand même montré dans le passé qu'ils étaient tout à fait prêts à s'en servir. En fait, on est quand même dans une situation extraordinaire. On est en année préélectorale. Il y a deux candidats qui se sont déclarés. Deux. Hein, Mélenchon, Marine Le Pen. Ils ont fait des scores très honorables au premier tour.
au deuxième pour Marine Le Pen aussi, hein, je ne sais plus combien de millions de voix. Toujours est-il que tous les deux, ils ont des procédures pénales qui attendent. Qui attendent. Est-ce que la magistrature ne va pas avoir la tentation, on est quand même dans cette situation risquée, est-ce que la magistrature ne va pas avoir la tentation, pendant cette année préélectorale, de réintervenir comme elle l'a déjà fait? Comme elle l'a fait pour l'affaire Fillon. Et comme elle l'a fait aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2017, il y a eu, en parallèle de l'affaire Fillon, mais on en a moins parlé, il y a eu les affaires de Marine Le Pen. Hein, du Parlement européen, il y a eu la fameuse affaire des photos, qui est une construction, un montage pur et simple, d'une mauvaise foi extraordinaire. Hein, donc, on a cette situation. Donc, l'exemple que vous prenez des informations dont on dispose pour Éric Dupond-Moretti illustre cette caractéristique de la situation judiciaire française, c'est que nous avons une justice, un corps des magistrats qui défend ses intérêts, alors là, vous parliez de mon passif politique, ses intérêts de classe, hein, et ses intérêts de corps également, hein, parce que c'est un système qui est très, très homogène, très corporatiste, donc ils défendent leurs intérêts et ils ont des visions, effectivement des visions politiques. Donc ils vont se mettre au service des pouvoirs avec lesquels ils sont d'accord, mais ils peuvent tout à fait se trouver en affrontement avec les pouvoirs qui ne sont pas d'accord. Et là, je reviens... C'est très exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Oui, mais il y a pire. Admettons par exemple qu'en 2022, on ait une alternance, quelle qu'elle soit, je ne sais pas laquelle. Hein, le nouveau pouvoir ne sera pas à l'abri. Ne sera pas à l'abri de l'expression du syndicat de la magistrature, de l'union syndicale des magistrats, etc. Ne sera pas à l'abri de procédures qui pourraient être lancées contre l'un, contre l'autre, ou que sais-je. Vous savez, le code pénal, il y a tout ce qu'il faut. C'était Richelieu qui disait « Donnez-moi 10 lignes de la main d'un homme et en 2 heures, je vous trouverai de quoi le faire pendre. Hein. » Donc, il y a ce risque-là aussi, cette politisation. Et c'est tout l'objet de ce livre, c'est de raconter une histoire, comment cette évolution s'est produite, à quoi a-t-elle abouti? Elle a abouti à une situation qui, dans un système institutionnel comme la France, n'est pas acceptable. N'est pas acceptable, c'est-à-dire que non seulement il y a un problème lié à la séparation des pouvoirs, hein, le pouvoir judiciaire, appelons-le autorité, hein, comme l'autre jour le faisait Éric Zemmour, moi je veux bien, mais aujourd'hui, il a une dimension et une force politique, ce pouvoir. Ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller. Le pouvoir législatif a une force politique dans l'élaboration et la production de la norme. Bon, aujourd'hui, il est bien fusionné avec le pouvoir exécutif. Bon, il y a le pouvoir exécutif, hein, et ceux-là sont là, légitimement, plus ou moins, compte tenu de la façon dont ça s'est passé en 2017, mais sur des bases politiquement légitimes, ils ont été choisis par les citoyens. Les juges n'ont absolument pas été choisis par les citoyens. Les magistrats n'ont pas été choisis par les citoyens. Hein. Ils ont passé un concours dans une école. Ils y sont restés 3 ans. Ils sont sortis de cette école à 25 ans avec un permis de juger. Moi, je veux bien, hein, mais je souhaiterais que leurs opinions politiques, ils les gardent bien au fond de leur poche lorsqu'ils s'assoient dans un prétoire. Hein. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et ça s'exprime, et on l'avait avec le mur des cons, mais ça s'exprime aussi avec l'existence de ces 2 syndicats de magistrats qui passent leur temps, vous allez sur leur site internet, qui passent leur temps à pendre des communiqués où ils critiquent l'exécutif, où ils critiquent le législatif qui va produire des normes. C'est très bien. Hein. Ah oui, cette loi, c'est épouvantable. Si elle est votée, vous ne l'appliquerez pas? Attendez, il y a un devoir de réserve qui est violé, mais tous les jours. Ouais. Hein. Donc cette situation... la question que vous me posez sur Éric Dupond-Moretti, elle en est le symptôme. La situation de Dupond-Moretti est le symptôme de cette situation, de cette politisation du corps. Alors si vous voulez bien, on va peut-être revenir justement aux origines et comment ce dévoiement de la justice s'est-il opéré ces 30 dernières années en 3 étapes, d'après ce que vous décrivez dans votre ouvrage. Et tout d'abord, au début des années 80, avec cette volonté d'indépendance affichée, et comment mécaniquement elle s'opère? Alors, vous avez, dans les années 80, c'est l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, on appelle ces années-là les années fric. N'oubliez pas que c'est le renversement
aussi économique, idéologique et politique, on bascule vers ce qu'on va appeler plus tard le néolibéralisme. 80, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir, Thatcher, etc. Donc vous avez un basculement idéologique et politique très fort. Et en France, ça débouche sur une série de catastrophes morales qu'on va appeler les années fric. Bon. Les besoins des partis politiques augmentent, la communication commence à tout envahir, et l'essentiel du financement des partis politiques, qui sont prévus dans la Constitution, dans son article 26... On passe aussi, vous le dites, de partis de masse à de partis de cadre. Voilà. Les grandes idéologies s'affaissent, hein, les partis de masse commencent à perdre beaucoup d'adhérents, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette contribution, hein, et ils ont des besoins qui augmentent. Donc comment trouver de l'argent? Eh bien, on va vivre d'expédients. Et en France, comme en Italie, hein, on va passer par le système de la corruption de la décision publique. C'est-à-dire que on va demander à la sphère économique, hein, qui veut accéder à la commande publique, on va lui dire, bah, écoutez, vous allez verser des commissions, hein, des pourcentages sur ce que la puissance publique va vous donner, l'État va vous donner, le contribuable va vous donner, vous allez en donner un peu aux partis. Bon, à l'époque, je me rappelle, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais assez effaré. J'arrivais dans la vie professionnelle et puis j'ai vu un certain nombre de méthodes. On disait, oui, mais attendez, c'est le contribuable de toute façon. Soit c'est du financement public direct, hein, c'est le contribuable, soit c'est des commissions sur les marchés publics, qu'au final, le contribuable est amené à payer, hein, mais ça permet de faire tourner les partis qui contribuent à l'expression du suffrage universel. C'est ce que dit la Constitution. Le problème, c'est que c'est intenable. C'est intenable pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est profondément immoral. Hein. Deuxièmement, c'est totalement opaque. Et puis troisièmement, au passage, tout le monde se sert. Parce que c'était ça quand même. Donc les années 80 voient l'affaire du carrefour du développement, l'arrivée de toute une nouvelle génération qui avait attendu 30 ans son entrée dans les salons de la République est assortie d'une cupidité assez inouïe. Bon, c'est le bazar et ça se sait. L'opinion publique réagit, se met à hurler, et un certain nombre de magistrats choqués, moralement choqués et à juste titre, disent c'est pas possible et commencent à lancer leur raid. Ils sont soutenus par l'opinion publique, ils sont soutenus par les médias, parce que ça fait de la copie, hein, donc c'est très bien, il y a une espèce d'alliance entre le troisième et le quatrième pouvoir, hein, et avec le soutien de l'opinion publique. Et on commence à taper à tire-larigot sur les hommes politiques. Réaction des hommes politiques à ce moment-là, ils font voter une loi de financement public de l'activité politique, des partis politiques, ce qui, je pense, était une bonne chose, mais qui est assorti du contrôle. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent, mais on va vous contrôler. Auparavant, on ne contrôlait pas. Les partis faisaient ce qu'ils voulaient. Là, on vous contrôle, hein, et puis on vote des textes en permanence, et ça va durer 30 ans, de plus en plus répressif, et qui encadre de plus en plus, et qui fait que l'homme politique devient une cible. Hein, il y a tout ce qu'il faut dans le code pénal pour lui faire des misères en permanence. Donc, ça c'est la première phase, c'est le premier éclat. C'est fin des années 80, début des années 90. La loi de financement public de la vie politique, c'est en 1990 qu'elle arrive. Hein, repose sur 3 principes. Moi je l'aimais bien cette loi. Hein, c'était 1, financement public en fonction de vos résultats électoraux. 2, contrôle. Hein, deuxième principe, contrôle. Ça, j'aime moins parce que, si vous voulez, il y a la question de la liberté politique. Hein, mais bon, c'était le contrôle essentiellement des recettes. Ouais. Hein, ça, je trouve ça bien. Et troisièmement, limitation des dépenses. C'est-à-dire que dans les campagnes électorales, vous êtes prié de ne pas trop dépenser. Ça, je trouve ça très bien aussi. Et si vous dépensez plus, les sanctions sont assez lourdes, hein, inéligibilité, annulation, etc. Donc ce système-là se met en place, et dans un contexte où l'opinion publique est toujours sur le tous pourri, hein, où elle se démobilise, elle se dépolitise, hein, si vous voulez, quand on critique les gouvernants, il faut quand même rappeler qu'il y a des gouvernés, que c'est eux qui les ont mis là. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a souvent des contradictions, mais c'est facile. Et donc on dit aux juges, allez-y, tapez-leur dessus, hein, parce que mais aux élections, on ira quand même voter pour eux, on revotera pour Balkany, on revotera pour Melik, hein, etc. Donc il y a une espèce de jeu un petit peu délétère qui se met en place dans toutes ces années, qui sera différent
en Italie. En Italie, c'était le même problème. Ce sera l'opération main propre. Main propre, c'est-à-dire que nous, on a eu quelques grands procès, des procès ou des procédures qui ont été lancées, mais avec qui étaient plus symboliques que de l'ordre d'une vaste opération où la justice... Alors, bon, j'ai une expression sur laquelle je vais revenir, sur la différence. C'est qu'eux, il y a une espèce de pool de magistrats qui se met en place et ils lancent une offensive très lourde, soutenue par l'opinion publique. Et le système s'effondre. C'était un système de parti assez proche de celui de la 4e République et le système s'effondre. Bon, les magistrats, là, les magistrats font une opération politique, effectivement, et là, les partis disparaissent, le Parti socialiste disparu, la démocratie chrétienne disparue, le Parti communiste, il change de nom, il change d'orientation complètement différent, hein, c'est l'opération main moite. Résultat, Berlusconi. Bon, peut-être s'interroger sur l'intérêt, pas l'intérêt, sur le résultat de l'opération. En tout cas, elle s'est déroulée comme ça. Donc, opération manipulité, opération main propre. Moi, j'ai appelé ce qui s'est passé en France l'opération main moite. Oui, parce que de temps en temps, on a passé ses nerfs sur l'un en se disant ça va faire réfléchir les autres. Carignon, Noir, alors ça, il y a eu de jolis massacres. Hein. Donc, et en même temps, on a continué en démontant le dispositif progressivement. Ça a fallu du temps. Il a fallu une bonne dizaine d'années. Hein. Moi, j'avais écrit un livre en 2000 qui s'appelait Pour l'amnistie, parce que je considérais que de 90 à 2000, on avait 1000 dispositifs en place, les lois, les décrets, les lois modifiées quand c'était nécessaire, la jurisprudence, hein, il fallait une jurisprudence pour que les espaces d'interprétation soient remplis, etc. Et que là, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu, on remet les compteurs à zéro, hein, mais celui qui bouge maintenant, il est mort. Donc, bon, ça s'est pas fait comme ça. On a continué à opérer de cette façon. Et le système, c'est-à-dire celui qui consistait pour l'opinion publique, pour la presse et pour les magistrats eux-mêmes, hein, à mettre le champ politique sous surveillance où il y avait un certain nombre de pratiques détestables qui se poursuivaient, il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Eh bien, ce système-là, il a perduré. Il a perduré sur des bases politiques. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, l'offensive judiciaire est lancée contre la gauche. Hein. Le carrefour du développement, Henri Emmanuelli qui se retrouve tout surpris, poursuivi, il est trésorier du Parti Socialiste, mais comment hein, il démissionne de son poste de député, il est réélu triomphalement, mais il est quand même condamné, à juste titre, parce que je veux dire, c'est tout à fait imparable. Hein. Les reproches qui lui étaient faits, c'était Renaud Van Ruymbeck qui avait instruit, et son dossier était parfaitement construit et costaud. Donc, c'est d'abord la gauche. Et là, vous avez quelques juges justiciers flamboyants qui sont sortis de l'anonymat et qui sont mis en avant par la presse. Toujours est-il que les choses changent et l'alternance aidant, hein, la droite revient au pouvoir, 93, hein, elle revient spectaculairement, hein, effondrement du PS à ce moment-là, hein, qui reviendra en 97, donc on se retrouve avec une alternance plus fréquente. Et ce que la droite ne voit pas arriver, hein, qui s'est servi de la justice contre la gauche, ne voit pas arriver que se met en place un dispositif qui va se pérenniser de gauchissement, je dis gauchissement, pas tellement en termes de catégorie politique classique, mais de gauchissement sociologique, politique un peu, culturel, qui fait que la magistrature va être de plus en plus utilisée par la gauche politique contre la droite. Ça va être les années Chirac. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est des années Chirac, parce que là, on voit bien le système là, sous cette forme se mettre en place, hein, et c'est la gauche qui va manipuler, instrumentaliser un corps judiciaire parfaitement d'accord, hein, parfaitement d'accord. Et pour des raisons diverses, cette situation va se structurer et va se pérenniser. C'est-à-dire que la gauche sera assez attentive à la composition des juridictions, à la carrière d'un certain nombre de magistrats amis, etc., qui fait que les outils à la disposition
de la gauche contre la droite politique, de la gauche politique contre la droite politique, seront beaucoup plus efficaces que le contraire. Et comment justement vous expliquez que il y a une tête de chapitre, vous décrivez que l'alternance a favorisé la politisation de la politique. Quels sont les mécanismes dans l'alternance qui ont participé justement à cette... Alors, je l'ai vécu, hein, j'ai bien connu ça. Le corps des magistrats, sociologiquement, il est typé. Hein, il est plutôt, effectivement, couche moyenne, donc plutôt, je veux dire, culturellement, je pense que c'est le terme, lecteur de Télérama, de Libération, etc. Ils sont plutôt de cette espèce de centre-gauche. Hein, mais vous avez plein de gens de droite, hein, faut pas se raconter d'histoire, mais globalement et sociologiquement, ils appartiennent plutôt à cette partie de la population. Très habilement, la gauche va se servir de cette situation. D'abord, vous avez des syndicats. Vous avez des syndicats de magistrats. Vous avez le syndicat de la magistrature qui est très à gauche, facialement, hein, je veux dire, bon, qui a des positions un peu extrêmes, qui a quelques sympathies avec les grandes organisations syndicales ou avec quelques gauchistes, etc. Donc, qui est assez bruyant, qui fait 20-25% des voix aux élections. Vous avez l'Union syndicale des magistrats, on disait modérée, c'était auparavant l'Union fédérale des magistrats, qui était un mouvement très ancien, qui s'est transformé en Union syndicale des magistrats, et là, la droite n'a absolument pas vu que cette organisation syndicale, hein, allait passer au Parti socialiste. Oui, moi je l'ai connu avec des présidents socialistes. Je l'ai connu avec des présidents qui étaient des modérés, des centristes, etc. Mais je l'ai connu aussi avec des présidents socialistes. Et donc, lorsque il y a l'alternance, lorsque un courant arrive au pouvoir, il a besoin de compétences. Donc, il va aller au Conseil d'État. On va prendre quelques conseillers d'État de gauche si on est de gauche, de droite si on est de droite, hein, et on va faire pareil dans la magistrature. Le problème, c'est que la droite dans la magistrature n'est pas organisée du tout. Il y a eu quelques syndicats comme ça, mais bon, ils ont eu des vies assez courtes. C'est pas structuré. C'est plutôt des hommes qu'on choisit par sympathie, qu'on choisit par connivence, etc. Alors que les organisations syndicales de magistrats, et le syndicat de la magistrature en particulier, deviennent des fournisseurs de compétences à la gauche. Lorsque il y a alternance, ben ces gens-là, soit ils vont dans la politique, et ils deviennent maire de Reims comme Madame Hazan, hein, député puis sénateur comme Jean-Pierre Michel, un des premiers présidents du syndicat de la magistrature, hein, on les retrouve dans le champ politique, active, hein, ce qui déjà me pose un petit problème, moi, je veux dire, je trouve ça un peu... Bon, la carrière de magistrat n'est pas le support d'un lancement pour une carrière politique. Hein, n'est-ce pas Madame Joly, n'est-ce pas Madame Wisniewski, etc. Je me permets d'ailleurs une petite incise, mais il faut lire votre livre et notamment un certain nombre de portraits que vous consacrez à un certain nombre de ces magistrats, notamment vous citiez Eva Joly, qui sont, je pense, à la fois cruels mais justes. Bon, cruel, mais vous rajoutez juste, c'est bien. Bon, donc, on a ceux qui vont faire de la politique, qui vont battre monnaie avec la gloire qu'ils ont eue dans l'exercice de leur métier de magistrat, et vous avez ceux qui retournent dans le métier. Mais il y a une espèce de tradition qui veut que ce soit à des postes intéressants et des postes de grande qualité. Donc, on se retrouve comme ça, avec une magistrature qui, dans la haute fonction publique judiciaire, hein, voit une surreprésentation du Parti socialiste. Je pèse mes mots, ils ne sont pas membres du Parti socialiste, mais ils sont proches, il y a des connivences, etc. Quand vous voyez aujourd'hui le dispositif, vous allez sur Wikipédia, c'est pas besoin de se fatiguer, puis vous regardez Madame la procureure du tribunal de la Cour d'appel de Paris qui l'a nommé, quand vous voyez le président de la Cour d'appel de Paris qui l'a nommé, etc., etc., vous vous rendez compte, le premier président de la haute autorité qui était un magistrat, hein, en retraite, Jean-Louis Nadal, par exemple, etc., tout ce petit monde, ils ont été mis en place. Hein, ils ont fait leur carrière avec la gauche politique. Et donc, il y a une gauchisation comme ça au clergé judiciaire qui est assez impressionnante. Et ce qui fait que lorsque la pratique
de l'instrumentalisation politique de la justice va prendre des proportions assez importantes, et avec Jacques Chirac d'abord et Nicolas Sarkozy ensuite, il y aura tout le personnel qu'il faut. Et lorsqu'il y aura des critiques de ça, il y aura le réflexe corporatiste qui jouera. Hein. Vous prenez des magistrats qui ont terminé leur carrière, qui sont marqués à droite et tout, vous les entendrez jamais critiquer un des juges d'instruction du pôle d'instruction financière. Hein, au contraire, vous avez quelqu'un comme Renaud Van Riebeeck, quelqu'un de respectable, hein, enfin, qui est un militant de gauche, enfin voyons, hein, jamais vous les entendrez critiquer, et qui dans ses actes et dans sa façon, la façon qu'il a eu de remplir son office, à mon avis, n'a pas fait preuve à chaque fois d'impartialité. Hein, vous parliez des portraits, je crois que le portrait que j'en fais, il s'en tire pas trop mal par rapport aux autres. Hein. Mais bon, voilà. Donc, il y a ce mécanisme-là qui a été finalement de façon relativement calculée. Je dis bien relativement, parce qu'il ne faut pas y voir un complot, je mets un tel. On a nommé des amis. On a été gentil avec les amis, on a assuré leur carrière. S'ils souhaitaient quitter la magistrature, on leur a trouvé des circonscriptions gagnables, etc. etc. Hein. Et donc, par conséquent, on se retrouve aujourd'hui avec une haute fonction publique judiciaire qui est quand même marquée du côté de la gauche politique. Alors, j'utilise le terme gauche parce que c'est pratique, parce qu'on va voir de quoi il s'agit. Je considère que ces gens ne sont pas de gauche. Ils sont plus néolibéraux hein, que beaucoup de gens de droite. Mais c'est comme ça, sur le plan des amitiés politiques, ils sont des amis politiques de François Hollande, de Ségolène Royal, et ils sont devenus des amis politiques d'Emmanuel Macron, qui probablement a négligé cette proximité. Il aurait peut-être dû... il l'a considérée comme acquise, puisque ces gens-là, lorsqu'ils ont réalisé la disqualification judiciaire du candidat Fillon, l'ont fait en se ralliant spontanément à Emmanuel Macron. Ils l'ont fait parce qu'il était le successeur désigné et choisi par François Hollande. Hein, faut être sérieux. Alors avant peut-être de passer à cette troisième étape, ce troisième temps dans votre livre, il y a un deuxième temps, c'est les années Hollande, et on voit une sorte d'accélération de cette instrumentalisation de la justice, avec la création de tout un tas d'instances, le PNF, la Haute Autorité, et avec comme point de départ, d'une certaine manière, l'affaire Cahuzac. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces momentum qui ont finalement donné à la justice et au pouvoir politique tous les moyens finalement de contrôler les oppositions et... Alors, avant, vous avez Nicolas Sarkozy. Oui. Vous avez Nicolas Sarkozy qui n'aime pas les magistrats et le leur fait savoir. Alors, il le lui rend bien, il le déteste, soyons clairs. Dès son mandat, hein, il est l'objet d'une détestation impressionnante. Une des premières affaires aujourd'hui, et qui va être jugée cette année, la fameuse affaire des sondages de l'Élysée, il est protégé par l'immunité présidentielle de l'article 67 de la Constitution, mais on tape sur son entourage, on tape sur ses conseillers et on tape sur Patrick Buisson, qui a été un de ceux de sa stratégie électorale de 2007 qui lui a permis d'affaiblir significativement le Front National et de l'emporter. C'est déjà, ça commence déjà la procédure. Quand vous voyez la procédure des sondages de l'Élysée, c'est assez extraordinaire de voir comment ça s'est produit. Toutes les caractéristiques de ces affaires, tous les forçages, toute la partialité, ils sont présents. Hein. Bon. Donc, l'idée de se servir et de s'appuyer de plus en plus sur la justice, celle dont on dispose, hein, celle qui va être d'accord pour être l'instrument, c'est à ce moment-là. Et François Hollande doit savoir qu'il est élu par défaut. Quand je dis qu'il est élu par défaut, c'est que c'est Nicolas Sarkozy qui est battu, plus que François Hollande qui est élu. Et dès ce moment-là, et ce sont les trois journalistes du Canard enchaîné qui ont écrit ce livre qui a disparu dans les oubliettes, qui s'appelle Bienvenue Place Beauvau. Bienvenue Place Beauvau,
que fort heureusement j'avais téléchargé en numérique, hein, et que je garde soigneusement. Je me suis abrité derrière certaines de leurs analyses pour parler du cabinet noir, par exemple, et d'autres choses. Dès ce moment-là, je parle de François Hollande, il est tout à fait décidé à poursuivre les offensives contre Nicolas Sarkozy d'abord et contre la droite par l'intermédiaire de la justice. Et assez habilement d'ailleurs, hein, d'abord il va tisser des liens avec la presse amie pour que celle-ci soit le relais, hein, de ces procédures, parce que pas d'utilisation et d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques sans appui de la presse. Hein, donc Le Monde, et Libération, et naturellement Mediapart, qui devient une espèce de parquet de la presse, hein, qui même écrit au procureur quand les procédures vont pas assez vite. Mais dans le cadre de l'affaire Cahuzac. Et ensuite, dans la magistrature et dans la justice, d'abord, il faut avoir les outils. Alors, on a, sous prétexte de spécialisation, on a un pôle d'instruction financière, ce sont les magistrats du siège, hein, qui au fur et à mesure des dominations est devenu une espèce de bastion de la gauche judiciaire. Mais le problème, c'est que vous avez une règle en droit qui est une règle de compétence, on va parler latin deux secondes, ratione loci, ça veut dire c'est le lieu où est commise l'infraction qui est compétent pour en juger au travers des instances locales, des instances judiciaires locales. Donc, on va faire un parquet national. Il faut un parquet national. On va profiter de l'affaire Cahuzac. Alors, je ne sais pas. Hein, parce si c'est un effet d'aubaine ou un coup monté. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, je vais dire, à la limite, ça ne m'intéresse pas tellement. Le coup part de Mediapart, qui est acharné. Je n'ai pas été surpris concernant M. Cahuzac, mais enfin bon, il y a eu un coup politique quand même, hein, pour que cette catastrophe. Le gars chargé de la lutte contre la fraude fiscale, qui se fait piquer comme fraudeur fiscal, il y avait le renvoi, il en parle un peu, mais bon, moi ça c'est mon opinion, hein, j'ai pas de preuves, j'accuse pas, etc. Mais je pense que c'était les restes du trésor de guerre de Michel Rocard, vous savez, le Parti socialiste, il a les tendances, hein, c'est des écuries présidentielles. Chaque chapelle il fallait qu'on ait ses sous. Chaque chapelle voulait avoir ses sous. Donc, je pense que c'était ça. Mais bon, peu importe. Moyennant quoi, cette affaire Cahuzac est une formidable aubaine. On crée le parquet national financier qui décide lui-même, hein, s'il est compétent ou pas, et qui peut, aux quatre coins de la France et des dom-toms, s'emparer des dossiers et de les récupérer. Soit de les faire avancer, soit de les étouffer. Bon. Donc il a cette opportunité-là. Et ensuite, la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui permet de surveiller tout le monde, hein, et de tout savoir. Donc, avec à sa tête Jean-Louis Nadal, hein, à la tête de laquelle on nomme un ami, hein, et dont on n'aura pas à se plaindre. Bien. Donc, le système, là, il est complet. C'est-à-dire qu'on a le pôle d'instruction, on a le parquet national, pôle d'instruction ce sont des amis, le parquet national ce sont des amis, hein, et on a, pour surveiller, la haute autorité administrative pour l'indépendance et la transparence de la vie publique. Bien, à l'aide de ce dispositif, ben, on va s'en servir. On va se servir de tout ça. Et c'est intéressant, c'est que vous dites, c'est l'installation d'un dispositif national complet, facile à contrôler et à qui on va confier une mission directement politique de protection d'un pouvoir impopulaire et minoritaire. Parce que c'est aussi ça le contexte de notre époque, c'est que les politiques au pouvoir, quel que soit d'ailleurs leur bord, très rapidement souffrent d'un manque d'adhésion populaire. Que ce soit par la manière dont ils ont été élus au suffrage universel avec des scores toujours moins grands, ou les conditions d'accès au pouvoir qui font que leur pouvoir, dès lors qu'ils sont installés, est déjà fragilisé. Alors, le livre Bienvenue à la place Beauvau, dont je recommande la lecture, ils n'ont pas eu de chance, les gars, ils sortent, ils parlent de cabinet noir, boum, au moment de l'affaire Fillon, donc le bouquin est passé sous les noirs. Et ils feront même, c'est ce que vous racontez, oui, quasiment diront le contraire en promotion que ce qu'ils écrivent dans leur livre. Bon, c'est assez impressionnant. L'outil global, il est formidable.
Hein. Je raconte l'histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé, je raconte l'histoire de la campagne électorale de François Hollande en 2012. Ce sont les frères Arif qui s'occupent d'une partie importante de cette campagne. Hein. Il y a une histoire de marché public de la région Midi-Pyrénées. Tout d'un coup, le parquet de Toulouse commence à s'occuper de ce dossier. Ça concerne des marchés de la région, etc. Et hop, le PNF débarque et embarque le dossier. On met Kader Arif, que tout le monde a oublié, hein, en examen pour, je ne sais plus exactement les chefs de mise en examen, mais enfin ça concernait à peu près ces histoires. Hein. C'était le financement de la campagne électorale de François Hollande. Mais que s'est-il passé depuis? Mais rien. Il a été mis en examen, il a démissionné. C'était en 2013, je crois. Hein, et depuis, 7 ans plus tard, ça dort paisiblement entre le PNF et le pôle d'instruction financière. Je trouve ça assez savoureux. Mais ça s'est pratiqué dans beaucoup d'endroits. Hein. Et puis, quand c'est gênant, le PNF, il peut dire ça ne me concerne pas. Puis il ne s'occupe pas du dossier. Donc les parquetiers locaux ou n'ont pas envie de s'en servir, ou se font dire, ce sera la fameuse affaire Ferrand, hein, qui est socialiste, je rappelle, hein, au départ. Hein. Donc c'est un outil qui est quand même assez exceptionnel, et puis en plus, qui vous donne aussi les informations concernant la situation patrimoniale des uns, des autres, etc. Et on verra, parce que le système, il est destiné à poursuivre les adversaires, mais ils ne sont pas légion. Il faut, si vous voulez, c'est un produit de luxe, la disqualification de Fillon. Hein. En revanche, protéger les autres, c'est important. Il y a vraiment cet aspect-là. Je poursuis, j'instrumentalise pour poursuivre, et j'instrumentalise pour protéger. Et ça, c'est ce que on voit que le temps de la justice entre d'un côté le raid judiciaire contre Fillon et la lenteur dont la justice peut faire preuve et la démonstration avec l'affaire Kader Arif, et on le voit aujourd'hui avec d'autres affaires en cours ayant trait, vous l'évoquiez tout à l'heure, François Bayrou, Richard Ferrand, Alexis Collère et d'autres qui s'éternisent et dont on se demande si elles verront seulement un terme dans les prochains mois, les prochaines années. Quoi. Tout à fait. Alors, lorsqu'il va arriver au pouvoir, mais on parlera peut-être de l'affaire Fillon, Emmanuel Macron va un peu compléter le dispositif, parce que vous avez PNF, pôle d'instruction financier, ça c'est magique, hein, mais vous avez aussi d'autres affaires. Hein, donc il se débrouillera pour faire nommer quelqu'un choisi directement par lui au parquet de Paris. Rémi Hetz, hein, il y a une procédure qui est lancée, c'est magnifique, il y a une procédure qui est lancée, hein, et elle aboutit à un classement, donc celui qui est choisi, finalement, choisit un autre poste, pas trop pourquoi, plutôt que de relancer une procédure, au contraire, plutôt que de prendre la shortlist et prendre le deuxième, non, on relance une procédure à la demande du président de la République, grande première dans l'histoire, et arrive premier celui qui sera choisi par le président de la République, M. Rémi Hetz, dont vraiment, et je pense que la lecture du livre le montre, M. Macron n'a pas à se plaindre. Hein. Ouais. Ah, il n'a vraiment pas à s'en plaindre jusqu'à présent. Alors qu'il y a eu un petit souci, vous parliez de M. Lallemand au début de la conversation, Didier Lallemand, donc le fameux préfet de Paris, et qui va témoigner devant une commission parlementaire dirigée à l'Assemblée nationale par Hugo Bernalicis, qui va interviewer d'autres magistrats, et donc le bureau de l'Assemblée, le bureau de la commission considère qu'il y a eu des faux témoignages et décide de transmettre ça au parquet. Le problème, c'est que parmi ceux qui sont considérés comme des menteurs, et le faux témoignage devant une commission parlementaire, c'est le faux témoignage du code pénal. C'est grave. Hein. Bon. Et donc, parmi ceux que Bernalicis considère comme des menteurs, il y a Rémi Hetz. Donc, M. Rémi Hetz reçoit un signalement du parlementaire lui disant, voilà, il y a M. Lallemand, M. Hayat, Mme Champrenault, et M. Hetz seront mentis. Bon, là, il a dû transmettre le bébé, naturellement, puisqu'il était nommément concerné, il a dû transmettre le bébé à son confrère de Nanterre. On va voir ce que ça va donner, j'en sais rien, hein, et nous verrons. J'ai pas trop d'inquiétude pour les personnes visées, dans la mesure où, lorsque le Sénat
après la commission d'enquête de l'affaire Benalla, avait fait la même chose, avait transmis un certain nombre de noms concernant des gens qui étaient soupçonnés d'avoir menti. Eh bien, classement sans suite, extrêmement circonstancié, immédiatement après par M. Rémi Yates. Hein. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, on le verra. Deux choses. Vous vouliez revenir sur l'affaire Fillon et le raid judiciaire qui avait été mené au moment de la campagne présidentielle de 2017. On va y revenir maintenant. Et après, si vous voulez bien, on parlera peut-être des Gilets jaunes et de la manière dont la justice a condamné extrêmement rapidement un certain nombre des acteurs de ces mouvements sociaux. Alors l'affaire Fillon, c'est quand même un événement considérable, ce qui s'est produit dans le pays, considérable. Les choses se déroulaient politiquement d'une façon qui n'était pas nécessairement souhaitable pour moi. Hein. On a des primaires, tout le monde fait des primaires. Je suis opposé au système des primaires. Bon, je suis citoyen qui s'exprime. Hein. Moi, je ne suis pas concerné par les primaires ouvertes, fermées. Là, en l'occurrence, elles étaient ouvertes. Hein. J'ai été voté à aucune de ces primaires. Hein. En revanche, on se retrouve, et je me rappelle d'un article de Marcel Gauchet, dont je m'étais un peu moqué, à juste titre à ce moment-là, au mois de novembre, lorsque François Fillon est choisi. Et choisi de façon... je veux dire, les gens qui se mobilisent, 4 millions de personnes qui viennent, etc., il est à 11%, parce qu'il y a des sondages assez fiables, semble-t-il, sur le vote de cette partie de l'opinion, hein, et hop, il gagne, et s'il n'y avait pas eu, m'a-t-on dit, une mobilisation de la gauche pour favoriser Juppé, hein, et empêcher Sarkozy, on aurait eu Fillon au premier tour. Fillon, triomphalement. Tout le monde dit... Ok, bon, ben, c'est le prochain président de la République. Et moi, je dis la même chose. Hein. Je me dis, bon, ben voilà ce qui va se produire. Et arrive l'affaire Fillon. Et là, lorsque je lis le Canard enchaîné le mercredi matin, je ne me rappelle plus le jour précis, hein, je me dis, c'est bon, ils vont le tuer. Je me dis, bon, on va avoir droit au festival, on va avoir le déchaînement, le tsunami médiatique, etc. Ils vont ouvrir l'information judiciaire à un certain moment stratégique. Ils vont nommer naturellement Serge Tournaire. Je l'ai écrit. J'ai fait une scénette sur Facebook, hein, d'un dîner. Je me suis beaucoup amusé d'un dîner entre Nicolas Sarkozy, hein, qui lui, il connaît bien, le fournisseur officiel de mise en examen pour lui, qui est Serge Tournaire, hein, et où il discute avec François Fillon, et j'annonce que ce sera ouverture d'une information judiciaire très rapidement. C'était 3 semaines avant que cette ouverture ait lieu, je dis, et ce sera Serge Tournaire qui sera nommé. Ça n'a pas raté. Hein. Fillon ayant trouvé intelligemment de venir dire à la télévision, si je suis mis en examen, je ne me présente pas. Ah bah qu'à cela ne tienne, cher monsieur Fillon, vous allez y avoir droit. Bon, la façon dont ils se sont défendus, mais quelle horreur, quoi. À ce point, rechercher la connivence, alors qu'en matière judiciaire, comme dans tous les domaines, y compris la guerre, c'est le rapport de force qui compte. Je veux dire, bon, donc, son camp était très divisé aussi. Hein. Il avait quand même fait des misères à Nicolas Sarkozy en allant voir Jouyet pour qu'il soit poursuivi, imagine-t-on, le général de Gaulle, etc. Il a quand même tout fait, hein, pour que ça lui tombe dessus. Bon, donc, là, la façon dont se déroule cette procédure, mais c'est une caricature pour le professionnel que je suis, et pour tous les professionnels que je connais, se disent, mais attends, juste un petit exemple. Le Canard arrive le mardi, hein, dans les rédactions, le mardi soir. Hein. Il est officiellement dans les kiosques, achetable à partir de 8h du matin. À 11h, l'information judiciaire est ouverte. L'enquête préliminaire, pardon, est ouverte par le parquet financier. Mais attendez. Tous les éléments sont disponibles. Les fiches de paye, qui les a fournies? Bon. La responsable justice de l'Élysée est une ancienne magistrate du parquet national financier. Tiens, c'est curieux, quelle coïncidence. Enfin, je veux dire, premières auditions ont lieu, les policiers se précipitent à l'Assemblée nationale, M. Bartolone leur dit, mais entrez donc. Pardon? C'est un scandale. Pardon? Séparation des pouvoirs. Non, allez-y, n'hésitez pas, on sait des ordinateurs, etc. On fait quelques auditions ultra rapides. Le Monde du week-end en 10 suivant,
on a déjà les premiers éléments tronqués, comme d'habitude, mis en scène, etc., par les interlocuteurs privilégiés de François Hollande, que sont Davet et Lhomme, qui d'ailleurs ont l'honnêteté postérieure dans un autre bouquin de dire que François Fillon a quand même quelques raisons de se plaindre. Hein. Ils l'ont dit avec une forme... J'ai trouvé ça intéressant, c'est avec une certaine honnêteté. Toujours est-il que... qui a violé le secret de l'instruction à cette occasion? Qui? De l'enquête. Il n'y avait pas d'instruction, hein, je dis une bêtise. Qui l'a violé? Ça peut être soit les policiers, soit les magistrats. Il n'y a qu'eux qui ont eu accès à ça. Alors naturellement, François Fillon a déposé une plainte. Elle n'a jamais été examinée, cette plainte, ni instruite. Hein, toutes ces violations systématiques du secret professionnel, y compris par des gens qui viennent vous dire « mais c'est normal, il est désuet », sont très souvent commises par des magistrats, ce qui est quand même gravissime, ou des autorités d'enquête, des gens qui sont là pour faire respecter la loi, hein, ce serait normal qu'ils la violent. Enfin, attendez, excusez-moi, hein, il y a un véritable problème. Surtout que ce secret de l'instruction, ce secret de l'enquête, il est destiné à préserver la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental du procès pénal. Non, non. On viole les principes fondamentaux, c'est pas grave. Donc, dès le début, on voit bien, hein, avec l'origine de cette fuite. Alors après, dans les couloirs du palais, on sait comment ça s'est passé. On sait qui c'est qui a été le petit télégraphiste, etc. Hein, mais bon, c'est tout. C'est l'histoire. Hein, peut-être au siècle prochain reviendra dessus. Mais voilà, on sait très bien que la mécanique, que le complot est en cours. Oui, le complot. Je pense qu'il y a eu un complot. Alors attention, avec les magistrats qui ont instrumenté ça, ils l'ont fait par anti-fillonisme aussi. François Fillon, sens commun, ses positions sur l'avortement, etc. Il n'y avait pas besoin de leur donner des ordres. Ils avaient très envie de se faire Fillon, tout en sachant parfaitement, je pèse mes mots en le disant, tout en sachant parfaitement quelles en seraient les conséquences. Depuis 2015 et le résultat des européennes, on sait que Marine Le Pen sera au deuxième tour, et on sait que le candidat qui sera contre elle sera président de la République. On le sait. Donc, disqualifier Fillon, le disqualifier judiciairement, c'est ouvrir la voie au candidat du Parti Socialiste, qu'est Emmanuel Macron. Vous avez la moitié du PS de ces cadres, vous avez les Castaner, vous avez Le Drian, vous avez Collomb, vous avez celui de Patria, etc. Patria, ils sont tous là. Enfin, c'est le candidat du PS. Stanislas Guérini, Taché, c'est le candidat du PS, c'est le successeur. Il est le ministre de François Hollande. C'est donc son successeur. C'est une évidence. Donc, le disqualifier judiciairement, celui qui devait être premier contre Marine Le Pen et ensuite président, c'était effectivement, c'était pas ouvrir un boulevard à Emmanuel Macron, c'était le choisir. Il faut être sérieux. Hein. Et 3 ans après, alors moi, quand je dis ça, parce que je l'ai dit dès le premier jour, hein, mais qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et aujourd'hui, mais qui le conteste en dehors de Laurent Geoffrin? Hein? Tout le monde sait très bien que c'est ce qui s'est produit. Hein. Vous dites, vous l'avez répété à plusieurs occasions depuis le début de cet entretien, que la justice aujourd'hui s'est mise au service d'Emmanuel Macron. S'il y a, les exemples sont nombreux, mais s'il y a un exemple particulièrement fort et criant, c'est la manière dont la justice a pu juger et s'est emparée du phénomène des gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, en tant qu'avocat, la manière dont vous avez pu vivre ces mois, et c'est la manière dont les juges ont dérogé, abusé de leur autorité judiciaire? Alors, mal. Comment je l'ai vécu? Mal. Ouais. Très mal. D'abord parce que, je le dis dans le livre. Hein, puis vous avez expliqué en préambule votre attachement aux libertés. Voilà. Et puis les gilets jaunes, cette espèce comment dire, d'insurrection soudaine, non seulement m'a fait plaisir, mais j'ai été solidaire. Je n'étais pas tout seul, hein. Un petit peu, je les cite, ils ne sont pas de la même tendance politique, mais Emmanuel Todd, Lordon, Frédéric Lordon, etc. Tout d'un coup,
Jean-Claude Michéa et tout, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai été solidaire, très affectivement solidaire de ce mouvement. Et la façon dont il a été traité m'a profondément affecté. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le bas clergé judiciaire, le bas, c'est pour l'expression, hein, j'ai aucun mépris pour ces magistrats-là, mais je l'ai vu en rang serré accepter l'orientation, j'ai pas dit la directive, l'orientation fixée par Emmanuel Macron, lorsqu'il fait son discours sur les foules haineuses, etc., lorsqu'après avoir une inquiétude au début où il lâche un peu le 10 décembre, ensuite, répression, répression, répression. Hein, quand je vois que le Premier ministre est venu revendiquer des bilans hallucinants sur le nombre de condamnations, sur l'importance de celles-ci, sur les arrestations, etc., j'ai été effaré. Il faut dire et rappeler qu'une telle répression, dans ses modalités, dans ses quantums, n'a pas été vue en France depuis la guerre d'Algérie. Bon, c'est très clair. Et là, je constate l'utilisation de procédures d'urgence, les 3/4 du temps illégales, des gardes à vue, qui sont autant de séquestrations arbitraires, où on dit trouver des motifs. Le procureur de Paris fait une directive comme ça, qui est dans le Canard enchaîné, qu'on trouve dans le Canard enchaîné. Arrêtez les gens et ne les relâchez pas, parce que sinon ils vont retourner à la manifestation. Manifestation dont je rappelle quand même, je ne parle pas des violences, qui doivent être réprimées, d'accord, ça c'est le boulot de l'État. Mais je rappelle que le droit de manifestation est constitutionnel. Et constitutionnel, c'est-à-dire que on faisait des rafles de manifestants qui venaient, hein, et on les gardait. On leur trouvait parfois des infractions, alors certains se retrouvaient poursuivis, ou pas poursuivis d'ailleurs, mais on ne les relâchait qu'une fois que le mouvement était terminé. Hein. Donc ça veut dire que le procureur qui faisait ça commettait une infraction pénale. Bon, il y a tout un tas d'autres choses qu'on pouvait voir, d'illégalité, le comportement des parquets. Le comportement des parquets, agement pour protéger le président. Hein. Alors, il y a eu dans cette répression deux facettes. Il y a eu une première facette qui a été la répression des manifestants des Gilets jaunes, hein, qui s'est faite de différentes façons. Il y a eu la violence répressive de ceux qui étaient dans les villes, et il y a eu l'acharnement contre ceux qui étaient sur les ronds-points, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de voir et de traiter des dossiers où pour rien, on délivrait des amendes, on a ruiné des gens. On a ruiné des gens. J'ai un syndicaliste qui est quelqu'un de courageux, Frédéric Vuillaume, je le cite, hein, qui a Force ouvrière, qui a fait son boulot, etc. Mais le procureur local s'est acharné contre lui, je pèse mes mots. Il y en a un autre, celui... Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse vidéo où on voit une discussion entre Emmanuel Macron, qui n'est pas encore président, et quelqu'un qui a un t-shirt, et puis un autre, plus âgé, hein, et qui dit bah, si vous voulez des costumes, vous avez qu'à travailler. C'était ce petit incident. Donc le syndicaliste qui est là, lui, il a été en détention assez longuement, il n'a jamais levé la main sur qui que ce soit, hein, il a été arrêté et incarcéré parce que le lendemain du confinement, ils avaient envie de se retrouver, il a été sur un rond-point, ils étaient 5 ou 6, les policiers sont arrivés en disant interdiction de manifester, hein, et il a été arrêté, il avait eu un contrôle judiciaire auparavant, hein, parce que c'est un peu un meneur, hein, contestablement, et il s'est retrouvé en détention, et lorsque l'affaire est venue pour être plaidée, le procureur s'est levé en disant plus le gilet est jaune, moins la matière est grise. Très chic. Hein. Et ça, je suis désolé, des exemples comme ça, il y en a dans toute la France. Donc il y a eu l'acceptation de faire un travail de répression véritablement sans précédent en dehors de la guerre d'Algérie. Ça, c'était le premier point de cette répression. Le deuxième point de cette répression, c'était les violences policières. Il y a eu de nouvelles pratiques de maintien de l'ordre qui ont été utilisées. Et moi, je me rappelle le maire de Montfermeil, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un gauchiste. Xavier Lemoine. Hein, Xavier Lemoine, qui expliquait comment ça s'était passé en 2005, comment on avait réussi à contenir quelque chose de très délicat à manier, hein, et comment ça s'était passé cette fois-ci. Lui, il avait été surpris. Il avait dit les méthodes, le nassage, etc. Et les violences policières. Et les violences policières qui ont été filmées, la fameuse affaire de Bordeaux, aux quatre coins de la France, et j'ai le témoignage d'une consoeur. Si vous voulez,
à certains moments, vous l'avez peut-être vu, je me suis abrité derrière certains pour dire, je veux pas qu'on dise que je suis trop subjectif, que j'invente ou que je suis... Non, c'est très sourcé, très Voilà. documenté. À chaque fois, je dis avec des attention, notes, des... hein. Voilà, je vous dis, voilà, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ça. Et donc, on a eu une couverture des violences policières. On a eu une couverture des violences policières, c'est-à-dire que, d'abord, les parquets ont refusé de les poursuivre. Ça a été la croix et la bannière pour mettre l'action publique en mouvement. Or, c'est fondamental. Qui contrôle la violence policière? C'est pas le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, lui, il organise comme il l'entend, sous la responsabilité de ce ministre qu'il est, hein, et face au Parlement si nécessaire, mais ceux qui contrôlent l'intensité et la façon dont cette violence légitime est utilisée, c'est le juge. Et toutes les infractions relatives aux violences, hein, elles sont considérées comme plus graves si ce sont des agents publics qui les commettent. Par conséquent, des policiers, ils ne s'en sont pas servis. Il y a eu un laxisme dans la répression des violences policières qui fait que, si vous voulez, à l'étranger, alors je ne me fais pas d'illusions hein, sur Amnesty International ou sur d'autres, mais quand même, ça a été documenté, sourcé, il y a eu des chiffres, il y a un travail qui a été fait par ce journaliste qui s'appelle Dufresne, je crois. Hein, alors bon, il est très engagé, moi ça ne me gêne pas hein, qu'il le soit, parce que je me sentirais certaine proximité avec lui, mais je veux dire, c'est pas réfutable. Et ça a pu se produire de cette façon-là, parce qu'à aucun moment, la magistrature a dit stop. Hein, il y a eu quelques poursuites, alors maintenant, oui, parce que le temps est passé, parce qu'il y a eu des débats, parce que la magistrature, comme tous les corps, est soumise à des contradictions aussi, il y a des magistrats qui ne sont pas d'accord. Dans la répression, quand je vous parle de la répression initiale, les tribunaux correctionnels de première instance ont été brutaux. Il y a pas mal de cours d'appel qui ont dit stop là. Attendez, nous, c'est des magistrats qui sont déjà un peu plus âgés, qui ont une autre expérience, peut-être une autre culture. Mais je suis quand même très déçu de la façon dont l'appareil judiciaire plus jeune des tribunaux correctionnels, alors je dis plus jeune, il y a des personnes parfois un peu plus âgées quand même, mais la façon dont la première instance a réprimé les gilets jaunes et a refusé de réprimer les violences policières, malheureusement, ça restera une tâche dont il faudra un jour s'expliquer. Pour conclure, est-ce que, vous l'esquissez d'ailleurs dans votre ouvrage, quelles sont les pistes pour parvenir justement à mettre fin à ce dévoiement de la justice quelle est la piste prioritaire, la chose qu'il faudrait pouvoir aborder demain pour essayer de rétablir l'ordre? Alors, avant de passer aux propositions blasphèmes, hein, je vais parce que je vois bien dans votre question hein, que, comme vous savez, parce que c'est dans le livre, hein, ce que je préconise, je vais dire qu'il y a un préalable, c'est dire les choses, dire à la magistrature, ça va, ça suffit. Hein. Là, on vous voit en ce moment, hein, vous faites des assemblées générales partout. Monsieur Molins et Madame la première présidente de la Cour de cassation font des discours à la rentrée solennelle. Ça va. Maintenant, il faut vous calmer un peu. Il faut regarder ce qui s'est passé. Il faut accepter que l'opinion publique, que le peuple français vous demande des explications. Hein. Quand Madame Houlette, patronne du PNF, hein, fait des bras d'honneur. Refuse les convocations de l'inspection générale des services judiciaires. Tous les fonctionnaires de France, ils défèrent à ces convocations dans leur parti. Hein. L'inspection générale des services judiciaires, c'est l'inspection générale d'une grande direction. Hein. Et qu'elle refuse de s'y rendre, c'est pas acceptable. Je suis désolé, l'opinion publique ne l'accepte pas. Vous regardez les études, hein, elles sont assez meurtrières. Donc vous avez une confiance à reconstruire et à reconquérir. Il faut que vous l'acceptiez, ça. Hein. Et ce qui se passe en ce moment, non. La façon dont les organisations syndicales se permettent d'agresser, et Dieu sait si pour ce qui concerne Emmanuel Macron, j'ai pas beaucoup de tendresse, le pouvoir exécutif, se permettre de critiquer le pouvoir législatif comme ça, hein, c'est pas acceptable. Donc je suis désolé, il va falloir vous reprendre. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les mesures qui pourraient être prises hein, après 2022, s'il y a une alternance. D'abord, moi je pense qu'il y a quelque chose de très important, il ne faut pas tomber dans cette espèce de bouteille à l'encre, hein,
du parquet indépendant. Il faut une séparation radicale du parquet et du siège. C'est-à-dire que le parquet, c'est l'autorité de poursuite. Sa légitimité se déduit de la hiérarchie vis-à-vis du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, il est légitime au plan démocratique, et par conséquent, lui, quand il donne ses ordres au parquet, quand il définit une procédure pénale, il le fait politiquement, c'est démocratique. Alors je sais bien qu'il peut y avoir de l'étouffoir, etc. Il n'empêche quand même que on sépare l'autorité de poursuite. Et on a des fonctionnaires, ils ne sont pas dans les mêmes locaux, ils ont des formations qui peuvent s'avérer différentes, et ils n'appartiennent pas, comme c'est le cas aujourd'hui en France, au même corps. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est un jour président, il change de ville, il devient procureur, etc. Non, je suis désolé. Quand vous venez plaider en tant qu'avocat, tous les avocats vous le diront, bien évidemment, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre le procureur et nous. Le procureur, c'est un proche du président qui juge. Il faut casser cette proximité, et il faut impérativement, comme c'est dans tous les pays démocratiques développés, il faut séparer radicalement le siège du parquet. Alors, ça c'est la première mesure. Ensuite, c'est le recrutement et la formation. Aujourd'hui, ça se passe comment ? On a fait ça parce que c'était après 58, sur le modèle, Debré avait créé l'ENA en 46, alors on va faire pareil, on va créer des magistrats, donc vous avez des gens qui passent un concours, des bac plus 5, c'est le minimum, bon, ils sont parfois un peu plus âgés, mais en général ils ont 23 ans, et puis ils passent 3 ans d'école et ils sortent avec un permis de juger. Avec une expérience sociale très faible, ils n'ont vu et ils ne rencontrent que des magistrats comme eux. Donc, si vous voulez, quand une juridiction d'appel statue, bien évidemment, elle va reprendre le cas, elle va le traiter, mais elle connaît les magistrats de première instance. Il y a, vous voyez, dans les affaires dont on a parlé, il y a des connivences qui existent. Pourquoi est-ce que les avocats, et pas seulement les avocats, appellent les chambres d'instruction? La chambre d'instruction, c'est la juridiction d'appel du juge d'instruction. On les appelle les chambres de confirmation. Et dans les affaires dont je parle, vous me direz, c'est-à-dire les affaires pénales de Sarkozy, par exemple, là, la confirmation, elle a été jusqu'à la Cour de cassation, qui a eu des jurisprudences, et je le raconte dans le bouquin, assez ahurissantes. Donc, recrutement changé, en Israël, en Grande-Bretagne, ils recrutent des gens avec un âge minimum, et des avocats parmi les meilleurs, ils les payent bien, ou d'autres professions, professeurs de droit, etc. Donc on fait un mélange de jeunes magistrats qui montent les échelons et de personnes ayant une expérience sociale et professionnelle déjà antérieure et de qualité. Ça me semble quelque chose d'important. Un corps trop homogène, un peu endogamique. Alors il y a une rumeur qui court et que je raconte dans le bouquin. Tout le monde va dire « Ah ben non, ça s'est pas exactement passé comme ça », mais il faut quand même savoir qu'il y a une promotion de l'ENM qui aurait, j'utilise le conditionnel, qui aurait voté, parce qu'on vote pour donner son nom, ça c'est normal, qui aurait voté pour s'appeler la promotion Burgot. Qui était le magistrat un peu défaillant quand même, de l'affaire Doutreau. Donc, bon, ça, on leur a dit, faut peut-être pas exagérer, mais je veux dire, si cette anecdote est fondée, je pense qu'elle l'est. Si elle est fondée, c'est quand même embêtant. Donc, on sépare le siège et l'autorité de poursuite. On est très exigeant avec le siège et on impose un devoir de réserve très important. Lequel devoir de réserve très important passe par la suppression des organisations syndicales. Non, je suis désolé. Pour les parquetiers, oui, bien évidemment, ils sont fonctionnaires. Donc, l'organisation syndicale qui s'occupe de leurs conditions de travail, de leur rémunération, etc., c'est logique. En revanche, pour les magistrats du siège, non. Attendez, aujourd'hui, vous allez sur les sites internet des organisations syndicales, passent leur temps à parler politique. Et à parler de la qualité du travail législatif. Mais attendez, là, vous savez, il y a la loi sur la justice des mineurs qui doit être revue, c'est une question complexe et tout. Mais alors, il vous explique tout. Mais si c'est pas un texte qui vous convient, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Donc, je pense que la question du syndicalisme, qui entraîne nécessairement... parce qu'ils ont des protections statutaires, ils sont inamovibles, etc. C'est très bien, il faut. Bon, toujours est-il que l'organisation syndicale, nécessairement, ne peut
que glisser vers la structure politique. Or, non. Moi, je ne veux pas savoir quelles sont les opinions politiques de la personne qui va me juger. Enfin, voyons. Hein, surtout, bon... et puis même, parce que les opinions politiques affirmées entraînent souvent des opinions sociétales. Donc il faut ramener ça à une forme de neutralité. Et la neutralité, elle ne doit pas pouvoir être soupçonnée. C'est pour ça que ça nous ramène au mur des cons. Désolé, mais chers amis magistrats du siège, je dis chers amis magistrats du siège parce que j'y en ai beaucoup, hein, vos opinions politiques, vous les laissez à la maison le matin quand vous arrivez, quand vous partez au palais. Un grand merci Régis de Castelnau, et puis je rappelle donc à tout le monde ce livre qui vient de sortir, Une justice politique, aux éditions de l'Artilleur. Un grand merci pour cet entretien. Je vous en prie.